Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin, tous nos amis autour de la table. Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning, Alex. Foilche. Pardon? Foilche, je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Foilche. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho. Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin ses petits secrets politiques. Et Anne Le Gall qui innove. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Foilche. Pas mieux, hein, Alex Taylor. Axel de Tarlet, on commence avec vous. L'écho, on revient sur les conditions du départ du patron d'Alcatel. Selon le journal du dimanche, Michel Combes devrait toucher au final près de 14 millions d'euros. Voilà, et ce sont des chiffres ahurissants. C'est 3 fois plus que les indemnités de départ du patron d'Alstom, Patrick Cron, indemnités qui ont fait polémique. C'est 800 fois le SMIC, 800 années de SMIC, alors que Michel Combes n'a passé que 2 ans chez Alcatel. Vous vous rendez compte? Et qu'en plus, Alcatel, au final, il l'a vendu, c'est même plus français, ça appartient maintenant aux Finlandais Nokia. Très fort, et que c'est une entreprise qui multiplie les plans sociaux depuis des années et des années. C'est peut-être le fait de le vendre qui rapporte finalement. Oui, alors oui, d'ailleurs, on peut se demander si oui, ça a fait monter l'action, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Oui. Mais cela dit, en avril dernier, Michel Combes avait déclaré qu'il renonçait à sa prime de départ. Il en avait pour 2,7 millions, 2,8 millions. Alors exactement. Et c'est vrai qu'il y a renoncé. Non. Il a renoncé. Il devait toucher 1 an de salaire en cas de rachat de l'entreprise. Il y a renoncé. Alors d'où viennent ces 14 millions d'euros? Mais en fait, ce sont des actions qui lui ont été octroyées. Et ce qui se passe, c'est que l'action Alcatel a triplé en 2 ans. C'est pour ça que la somme est énorme. Mais pourquoi elle a triplé? Et pourquoi elle a triplé? Parce que quand Michel Combes est nommé patron d'Alcatel en avril 2013, tout le monde pense que Alcatel va faire faillite. L'action vaut moins de 1 euro. Et c'est vrai que de ce point de vue, il a fait un très bon travail. Il a redressé Alcatel, qui n'a pas fait faillite, qu'il a réussi à vendre à très bon prix à Nokia. Du coup, l'action a triplé. Et du coup, comme lui, il a des actions. D'ailleurs, ça reste théorique parce qu'il ne pourra encaisser l'argent de ses actions qu'en 2018. Donc ça reste théorique, mais c'est pour ça qu'on arrive à ces sommes épouvantables qui, il n'empêche, c'est vrai, choc, parce que 14 millions, c'est une somme énorme quand on a passé que 2 années dans une entreprise, et ça n'est pas sans conséquence, parce que ça alimente tout un climat anti-entreprise. On en a beaucoup parlé hier aux universités d'été du Parti Socialiste, et donc ça donne raison à tous ceux qui disent on en fait trop pour les patrons, on en fait trop pour les entreprises, il faudrait réduire le CICE et réduire les allègements de charges. Et donc vous voyez ces gens d'affaires où à la fin, c'est tout le monde de l'entreprise qui peut être victime. Le parachute doré, c'était 2,4 millions pour être précis au mois d'avril. Colère des syndicats en tout cas qui en appellent ce matin au gouvernement. Alors on va en Irlande avec Alex Taylor. Alex, les Irlandais ne veulent pas payer l'eau. Non, Foilche, ça veut dire tout simplement bonjour en gaélique. Donc je voulais vous mettre un peu dans la couleur. Alors il faut savoir que les rues de la capitale Dublin étaient totalement bloquées ce week-end par une véritable marée humaine. C'est la dernière d'une suite de manifestations. Les gens sont arrivés de partout pour converger sur la rue principale de Dublin, O'Connor Street, en disant « We won't pay ». Nous ne payerons pas l'eau. Mais attendez, les Irlandais ne payaient pas l'euro? Comment ça se fait? Non, jusque-là, l'eau était totalement gratuite en Irlande. C'était payé par les impôts. C'est une exception. Donc en 2010, vous savez, l'Irlande, c'était un peu la Grèce du Nord. Le gouvernement s'est engagé à mettre fin à la gratuité de l'eau pour faire plaisir donc au FMI. Mais c'est ces mois-ci que les premières factures tombent. 250 € en moyenne par an pour un foyer. Alors pour le moment, 57% des Irlandais refusent de payer. Et ils refusent carrément, ils payent pas. Et, parce qu'ils ont l'habitude de ne pas payer. Vous payerez, vous, si vous aviez l'habitude d'avoir de l'eau gratuite comme ça? Moi je suis basique, je paye mes factures. J'en doute pas une seconde. Alors il faut dire que le gouvernement de centre-droit s'est pris comme un pied. Alors c'est pas sûr si c'est les propriétaires ou si c'est les locataires. C'est pas sûr si c'est par mètre cube consommé ou si c'est une taxe moyenne par ville. Mais ça risque de devenir la principale question dans les législatives prochaines. Si vous voulez, c'est un peu un symbole pour la gauche, comme le mariage gay était en France, pour la droite, pour toutes sortes de mécontentements et de frondes. Ils prennent le prétexte et du coup ça cristallise les mécontentements. Vous aurez vu la manifestation ce week-end. Et puis, juste pour finir, il ne faut pas une loupe si on regarde les journaux de Dublin ce matin pour dégager l'ironie. Évidemment, ces manifestations se sont déroulées sous des trombes d'eau. Alors ça, évidemment, délicieusement gratuite. Oui, mais c'est très bien parce que quand quelque chose est gratuit, on le gaspille. Vous savez, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Vous devez aller en Irlande et plaider la cause du gouvernement. Il faut absolument payer pour son eau, c'est la seule façon de l'économiser. Voilà. Cette ressource rare. Quelle eau? Axel de Tarlet qui va payer le double de sa facture pour économiser de l'eau. Merci beaucoup. Alexandre Cara. Tiens, je me tourne vers vous parce que là c'est vraiment la question du jour, ça va être la question de la semaine. Qui va remplacer François Rebsamen au ministère du Travail? Alors première info, Thomas, ce n'est pas totalement tranché, c'est en train de se trancher en ce moment. Manuel Valls et François Hollande se sont parlé hier soir, ils se parlent ce matin. Ils vont déjeuner tout à l'heure. Et donc, évidemment, vous savez, c'est le sujet numéro 1. Ce que je peux vous dire... On saura quand? Demain, après-demain, officiellement? On devrait savoir théoriquement dans la journée, pas demain, parce que c'est la rentrée scolaire. D'accord. Bon. Deuxième info,
ça devrait se jouer entre 2 personnes. Alain Vidalis. Il n'y a plus que 2 finalistes alors. A priori, 2 finalistes. Alain Vidalis, secrétaire d'État au transport aujourd'hui, et Bruno Le Roux, le patron du PS, du groupe PS, à l'Assemblée. Il semblerait que Alain Vidalis ait une petite longueur d'avance. Malgré sa petite boulette sur les contrôles, la discrimination. Oui, visiblement, on lui en Europe tient par ailleurs, mais son pédigré de gauche au moment où on parle, et vous savez qu'il va devoir faire une réforme très importante, la réforme du travail, du marché du travail, du code du travail, je vous en ai parlé vendredi, et donc il a le pédigré idéal, parce que lui, effectivement, c'est une caution de gauche, donc ça serait plus facile de faire avaler cette réforme. Mais alors, la semaine dernière, on disait aussi qu'Emmanuel Macron était dans la liste des possibles successeurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était avant, Thomas. C'était ça va vite en avant politique, les 35 heures. Là, en revanche, cette boulette-là, on lui en a tenu rigueur. Et donc, effectivement, il est totalement sorti des écrans radars parce que pas question de mettre justement aujourd'hui au travail ou de rattacher l'emploi à quelqu'un qui a remis en cause les 35 heures. On considérait ça au sein du groupe PS aujourd'hui comme une provocation. Bon, Alexandre Cara, qui va être ministre du Travail d'ici 24 ou 48 heures? Alors, écoutez, moi, je vais mouiller ma chemise. Je pense que c'est Alain Vidalis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je viens d'envoyer un SMS à Alain Vidalis et je lui ai demandé si c'était lui le prochain ministre du Travail. Il m'a dit « Je n'ai aucune information ». Et ça, c'est un signe en politique. Quand on n'a aucune information, en général, c'est qu'on est le favori. Ah, d'accord. Est-ce qu'il va y avoir des verts, enfin, ou des anciens verts qui pourraient rentrer Non, ça, il y a très peu de chance. Effectivement, vous l'avez remarqué, François de Rugy et Jean-Vincent Placé piaffent d'impatience, mais ça ne devrait pas être cette fois-ci, ça devrait être pour le prochain coup, après les régionales, parce qu'on considère aujourd'hui à l'Élysée comme à Matignon que les faire rentrer maintenant, ça serait très contre-productif en termes d'image. Voilà, il est comme Manuel Valls, il mouille sa chemise, Alexandre Cara, et nous annonce que c'est donc, en principe, Alain Vidalis qui sera évidemment ministre du Travail. Ah tiens, si on innovait maintenant. Demain, Anne, c'est la rentrée scolaire, bon, c'est pas ça l'innovation, on le sait tous, mais vous nous parlez, vous, de robots qui vont à l'école, ça se passe en Suisse. Exactement, imaginez un petit robot blanc au milieu d'une classe parmi les enfants, un robot qui lève la main, qui intervient. Eh bien, en Suisse, ce n'est pas de la fiction. 10 robots ont déjà fait leur rentrée scolaire fin août, 6 autres pourraient les rejoindre dans l'année, car ce sont des robots qui sont programmés pour remplacer des enfants hospitalisés, donc des enfants qui, malgré eux, sont contraints de rater l'école. Et ils ressemblent à quoi, ces robots ? Alors, ce sont des petits robots blancs. Vous savez, le robot Nao, c'est un robot de conception française. Il fait 60 cm. Moi, j'ai animé une table ronde une fois avec Nao. Il est très sympathique, mais il est très petit. Il a des yeux qui clignotent. Il serait plus grand et c'est beaucoup plus intimidant. C'est le petit robot qui est chez Ardisson dans l'émission, là, c'est ça, sur exactement, le petit robot à tête en forme de ballon de rugby. Eh bien, ce robot, il peut être piloté à distance. Donc, dans ce cas, en Suisse, eh bien, physiquement, le robot remplace l'enfant en classe, c'est son avatar. Et l'enfant, depuis son lit d'hôpital, voit et entend tout ce qui se passe en classe, puisque le robot possède une caméra et des micros qui enregistrent tout l'environnement. Et donc, l'enfant peut répondre aux questions sur une tablette tactile. Il peut demander au robot de lever la main. Le lien avec l'école n'est pas coupé, c'est bon. Exactement. Pour son moral aussi, j'imagine. Est-ce que ça peut se généraliser ou est-ce que c'est vraiment une petite expérience comme ça? Ah ouais, ça pourrait se généraliser dans la mesure où Nao peut parler, marcher, reconnaître des visages, attraper des objets. Eh bien, c'est le robot de compagnie par excellence. Il y a plusieurs centaines d'expérimentations qui sont menées un peu partout dans le monde. En France, Nao est utilisé dans les maisons de retraite pour animer des ateliers de gym notamment. Alors, le seul bémol pour l'instant, eh bien, c'est son prix. 25 000 € le robot, malgré tout. Pour avoir travaillé avec lui, je dirais aussi le bémol, c'est qu'il n'est pas très flexible. Il faut le programmer avant pour qu'on sache exactement. Parce que moi, j'ai essayé de changer ses répliques et puis il était complètement. Il ne savait pas quoi dire. Vous voulez contraindre la parole du robot, vous, Alex Taylor. Eh bien, merci beaucoup, les amis. Peut-être que demain. Il est sympathique. Peut-être que demain, c'est 4 ou 5 Nao qui seront autour de cette table pour le kiosque de 7h15. À demain matin, les amis.